par votre interpellation que la salle est fatiguée et il ne faut pas que davantage puisse l'assommer. Alors, puisque vous nous demandez de conclure, en arrivant ici, j'ai suivi des interventions qui pratiquement ont tout ramassé. Je vais me contenter de donner la quintessence de ce que j'avais prévu en ce qui concerne cette journée universitaire sur l'engagement citoyen. Et vous avez pris comme thème la réflexion sur le standard de gouvernance électorale. Sujet que je dois avouer très difficile, parce que la science électorale, c'est une science nouvelle. Et elle est beaucoup plus une technique, voire une forme d'ingénierie de bonne pratique. De sorte que lorsqu'on a commencé à parler d'experts électoraux en République démocratique du Congo, en 2006, nous n'avons pas tous expérimenté les élections, du moins multipartistes. J'étais peut-être tous spécialistes des élections sans choix de la Deuxième République, ou des partages. Et il faut avouer que cette matrice domine très souvent encore nos pratiques électorales. Vous avez suivi les dernières élections à l'Assemblée nationale, vous avez vu des élections à candidats uniques, mais on faisait quand même campagne. Alors on s'est demandé, il faut campagne contre qui ou contre personne. Donc, même dans ce qu'on appelle le temple de la démocratie, on n'était pas prêt à accepter la contradiction. Donc, certaines pratiques ont encore la peau dure. Nous avions, comme l'a dit, je crois, le prédécesseur, en 2006, nous étions tous aveugles. Nous étions dans les cours. En 2011, nous sommes devenus bornes, avec Emmer. Et en 2018, finalement, la clairvoyance était tellement forte que cela produisait de la chaleur. Mais ce qui est sûr, c'est que les trois phases, en 2006, techniquement, on était dans la phase d'apprentissage d'une démocratie gérée par l'extérieur, à plus de 90%. En 2011, c'était une phase d'appropriation à plus ou moins 80%, mais cette appropriation s'est faite dans un contexte particulier, de précipitations et autres, et de sorte qu'on croyait que c'était les élections les plus chaotiques qu'on puisse avoir dans le monde. Mais en 2018, au lieu que ça nous donne des résultats, même si on a recouru à l'électronique, il y a eu encore plus de contestations. Si on prend comme paramètre d'évaluation, en 2006, on avait plus ou moins 200 ou au maximum 380 cas de contentieux. En 2011, on va avoir 500 contentieux, c'est-à-dire par siège, il y avait au moins un contentieux. Mais en 2018, on a eu plus de 1400 contentieux. Donc, le nombre de contestations va crescendo, de sorte que je ne voudrais pas partager le pessimisme de... Mais très souvent, son pessimisme, ça se réalise, de Gérard. Je sais de quoi il parle. Il dit, ça sera, vous avez dit, une bagarre en 2018, parce que nous ne sommes même pas en 2018, nous sommes en 2023, ça sera une grande bagarre. Mais nous ne sommes déjà même pas en 2023, vous voyez déjà les combats qui sont là, d'autres qui disent non, il faut organiser les élections lorsque Jésus-Christ va revenir. D'autres qui disent que si tu n'es pas le père et de mère congolais, n'ose même pas venir. Donc ça augure de confrontation. En fait, la question électorale, c'est une question qui passionne naturellement, parce qu'il s'agit de ce qu'il y a de plus fort dans l'homme, l'atome
pouvoir, c'est quelque chose qui, en sciences politiques, on parle de pulsion. Il n'y a pas d'impulsion plus forte à part la pulsion sexuelle. Parce que c'est quelque chose d'animal. Ce n'est pas. Nous tentons de rationaliser cette affaire, nous tentons de civiliser, et même là où on a civilisé, comme aux États-Unis, on a vu les dernières bagarres qu'il y a eu au niveau de l'institution la plus sacrée, avec quelqu'un avec des cornes, pour vous dire que le pouvoir, c'est quelque chose d'animal, de sauvage, et l'homme tente tout simplement de rationaliser, de civiliser, mais ce n'est pas facile. Surtout si nous sommes dans le pays à jeune démocratie, nous avons 60 ans d'existence historique, mais nous avons passé plus de 50 ans dans des régimes de type monocratique, si pas monarchique, et qui continuent à dominer. Donc nous sommes en train de faire un effort pour quitter la culture monarchique, conservatrice, tribale. Vous avez vu comment il y a une démocratie dynastique qui s'installe pour aller dans une démocratie ouverte, mais ce n'est pas acquis. Donc, ce travail de rationalisation s'impose. Alors, mon exposé sera divisé en 4 points, très courts. Hein. On va d'abord parler, après cette petite introduction, du fondement de la gouvernance électorale, après avoir défini ce qu'est la gouvernance électorale. Et puisqu'il est question des standards, nous allons donner quelques bases de ce qu'on peut appeler les principes fondamentaux de la bonne gouvernance électorale. Ensuite, le troisième point, nous allons parler de la gouvernance électorale congolaise telle qu'est prévue. Je n'insisterai pas sur les travers qu'il y a eu, parce que tout le monde l'a déjà donné. Et nous allons terminer, enfin, quatrième point, nous allons aborder la question du projet G13 de réforme électorale, et enfin peut-être une petite conclusion. Alors, le fondement, j'ai déjà un peu abordé. C'est quoi la gouvernance électorale? Quand on parle de la gouvernance électorale, il est question de voir l'ensemble de normes, de principes, de mécanismes, d'usages et de pratiques exemplaires qui interviennent dans l'organisation des élections. Le mot gouvernance est différent de gouvernement ou de gouverner, parce que ça convoque non pas une relation de pouvoir de type vertical, mais, ou pyramidal, mais une gestion circulaire ou en réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui donne les ordres, mais l'État est avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, comme a dit Gérard, il y a le gouvernement dans toute son architecture, il y a les partis politiques, il y a la société civile, et il y a même des partenaires internationaux qui interviennent, parce que la question électorale, c'est une question holistique, qui convoque donc tous les acteurs, et tous les acteurs, dans une bonne gouvernance électorale, doivent avoir une même vision, doivent avoir une démarche consensuelle, doivent avoir une manière, une démarche, parce que les lois de la gouvernance électorale sont des lois d'arbitrage. Donc il faudra que les règles techniques, nous serons tous d'accord. Alors, vous voyez déjà que lorsque l'arbitre ou ces règles sont déséquilibrées, donc les résultats ne seront pas acceptés. Or, le but de ces règles de la bonne gouvernance, c'est d'amener, d'organiser les savoirs-vivre ensemble, l'organisation de l'État. C'est comme ça que le droit électoral, c'est un droit politique, au-delà de la technique.
politique, c'est un droit politique. La politique saisit comme organisation du vivre ensemble. C'est ainsi que il est important que ces lois-là puissent obtenir le plus large consensus. Pourquoi? Parce que, et le premier fondement, s'il faut dire, c'est que ce que j'appelais l'impératif naturel du pouvoir. Le pouvoir a besoin d'être reconnu pour s'exercer durablement, faute de quoi il s'épuise dans la violence et dans les meurtres. C'est ce qu'on appelle la question de légitimité. La naissance du pouvoir, la manière dont naît un pouvoir, c'est la manière dont ce qu'on appelle la génétique du pouvoir a un impact sur l'anatomie du pouvoir, sur la physiologie du pouvoir, sur sa pathologie. Donc, si un pouvoir est issu du coup d'État, il s'exercera selon la violence, et celui qui est arrivé au coup d'État ne quittera le pouvoir que par le coup d'État ou par la mort. Or, ça, c'est mettre une société dans l'incertitude. De sorte que le recours au droit comme mécanisme ou aux élections libres comme mécanisme, c'est pour permettre à la société d'avoir un pouvoir qui est accepté. Et lorsqu'un pouvoir est accepté, ce pouvoir peut mener librement des réformes positives pour la société. Donc, c'était un impératif. Donc, les élections, ce n'est pas un acte de snobisme. Ce n'est pas un acte de manipulation. Mais si vous accédez au pouvoir de manière claire, transparente, vous n'avez pas peur de vous. C'est ainsi que, comme vous voyez dans nos pays, tout cycle électoral, puisque ce n'est pas des cycles qui sont acceptés en Afrique, ça nous amène à des conflits. Donc les élections conflictuelles amènent par des accords ou des arrangements. Vous allez gouverner par des arrangements, et les arrangements étant quelque chose de provisoire, aléatoire, vous allez casser ces arrangements pour avoir d'autres arrangements. Et vous pouvez faire comme ça tout votre mandat en termes d'arrangement ou en concertation. Vous savez, en 2006, BM est parti dans les conditions que vous savez. Après, on croyait que le pouvoir avait tout le vent, mais il y a eu d'autres mouvements qui sont nés, contestation. En 2011, le pouvoir va passer tout son temps dans des concertations. Et finalement, ils ont eu un seul Premier ministre, c'est-à-dire Matata. Après, il a fallu donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a même jamais revenu de Premier ministre, à Chibala. Après Chibala, vous avez pas à Chibala. Donc, parce que vous devez négocier à tout moment. Et à ce moment-là, les vrais enjeux de la République ne peuvent pas être atteints. Donc, vous n'aurez pas d'eau, vous n'aurez pas d'électricité, il n'y a pas de projet de développement. C'est comme ça que le professeur Amartya Sen, qui est le prix Nobel d'économie, prix Nobel d'économie, Sen dit les droits civils et politiques, surtout la manière d'organiser les élections, constituent la matière première du développement d'une nation. Matière première. Donc, si vous avez des élections contestées en 2018, vous vous battez sur la vérité des yeux. Vous pouvez même écraser Fayou, mais vous serez obligé de faire un accord FCC cash que personne ne comprendra. Et puis après 2 ans, vous avez dit que vous avez perdu du temps. Vous allez maintenant chercher notre accord avec les partenaires, mais que vous ne saurez pas gérer, même s'ils viennent tous, parce qu'ils viennent pour le pouvoir. Même s'il n'y a pas d'élus, dit mais ce sont des mauvais élus, moi aussi je dois venir. Tout aujourd'hui, on est en 2021, quand nous allons faire 3 années, à discuter sur la question de gestion du pouvoir consécutive à la naissance du pouvoir. Donc il est très important que vous ayez de très bonnes élections qui obéissent aux standards d'une bonne élection, pas simplement pour les snobismes, mais la qualité du
processus électoral a un impact sur la qualité de la gouvernance. Si vous prenez des pays qui sont très avancés dans l'indice de développement humain, ce sont les mêmes pays qui ont un indice très élevé, un indice de développement démocratique. Vous voyez, le pays où on est le plus heureux au monde, c'est l'Europe du Nord. Mais ce sont les pays où il y a des élections, ils ne viennent même pas avec des cartes. C'est comme une fête. Et quand vous voyez en Afrique, les pays les plus développés, c'est l'île Maurice, les Seychelles, le Cap-Vert, ce sont des États qui ont acquis un certain niveau démocratique. Si on prend l'Afrique subsaharienne, vous allez voir les Ghana qui avancent parce que leur processus électoral avance. Alors, ou l'Afrique du Sud. Mais les pays qui ont des problèmes des élections, même s'ils ont toutes les richesses du monde, végètent dans le bas. Donc la question de la gouvernance électorale, c'est une question fondamentale. Alors, pourquoi avoir les bonnes? Ça, ce sont des principes, que je dirais, naturels. Mais chez nous, sur le plan du droit international, la Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 21 dit qu'il est important que tout pouvoir soit assis sur le consentement de gouverner. Donc, le pouvoir doit être l'émanation du consentement de gouverner. S'il est gouverné, donc ça c'est la déclaration universelle. Mais pourquoi aller trop loin? L'article 7 de notre Constitution, que je considère comme l'article 2, dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou par voie de sélection. Donc, ça c'est la clé. Et nous avons osé appeler notre pays une république démocratique. Donc, la quintessence de notre pays, c'est que la vision des pères fondateurs, c'est que nous puissions asseoir toute notre gouvernance sur le consentement de la population. C'est comme ça que je dis que la question des élections libres, honnêtes, transparentes, vraies, sincères, nous allons y revenir, ce sont des questions de fondamentalité d'un État. Donc organiser des élections régulièrement, c'est un impératif. Si on dit 5 ans, c'est 5 ans. Si vous ne le faites pas, vous violez les principes naturels, mais surtout les principes constitutionnels. Or, la Constitution, c'est une Constitution. Vous devez organiser des élections libres. C'est-à-dire que tous les candidats doivent participer. Vous devez organiser des élections transparentes. Vous devez organiser des élections sincères. C'est ce qu'on appelle la vérité des yeux. C'est-à-dire que la personne qui dirige est celle qui a été réellement désignée. Ce n'est pas une invention de Fayou. Non, ce sont des principes structurants du processus électoral. Alors, voilà le fondement d'une bonne gouvernance électorale. Ça n'existe pas. Vous allez dire non à notre constitution. Alors, maintenant, ces principes qui gouvernent les élections doivent être inscrits dans les lois électorales. Si ce n'est pas de loi électorale plurielle, et puis on va le dire, c'est-à-dire que lorsque vous voulez avoir de bonnes élections, ces normes doivent se raccorder aux droits et à la possibilité pour les citoyens, sans discrimination ou restriction, de participer aux affaires gouvernementales. Donc, le premier principe, je vous ai déjà donné, je suis déjà là donc dans le deuxième point, quels sont les principes qui gouvernent, n'est-ce pas, une bonne élection. C'est d'abord la régularité ou la périodicité des élections. Aux États-Unis, on connaît la date de prochaines élections. Le 4 novembre
il y aura élection. Qu'il y ait Covid ou pas, que vous ayez fait 2 années avec Ilungaïou Kama ou pas. Non, 5 ans renouvelables une seule fois. Et la date est connue. Même en Grande-Bretagne, nous on laissait ça à la coutume, vient de voter ce qu'il appelle fixed term law. C'est-à-dire la loi qui détermine les jours où le Premier ministre entre en fonction, le jour où il y aura de prochaines élections. Sauf s'il y a dissolution de l'Assemblée avant. Mais il y a une date limite. Parce que le pouvoir, c'était un mandat. La souveraineté appartient à qui? Au peuple. Donc, le propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Il vous donne 4 ans, il vous donne 5 ans, il vous donne 6 ans. Après ces temps-là, vous les venez. Si vous changez, si vous faites un coup d'État, il y a même un arrêt de la Cour constitutionnelle béninoise où les députés ont essayé d'ajouter une année. On a dit non, vous n'avez pas le droit. Le peuple vous a donné 4 ans, vous devez rentrer chez le peuple pour avoir 4 ans. Ce n'est pas comme la Cour constitutionnelle ici chez nous qui dit non, vous restez en fonction jusqu'à. Non. Il y a une telle d'abus que les droits constitutionnels haïtiens, parce que les haïtiens sont un peu comme nous, ils ont écrit, bon, si vous arrivez à cette date-là, et que vous ne partez pas, parce qu'on suppose que vous devez le faire, à ce moment-là, le pouvoir ne sera plus exercé par le président à l'exercice, ça va revenir au président de l'Assemblée. Et lui doit organiser les élections. Donc, la régularité, c'est un principe fondamental. Alors, quand vous avez des sénats comme le nôtre, on a fait 12 ans, des assemblées provinciales de 12 ans, mais il y a un problème. Et les élections, deuxième principe, l'honnêteté des élections. Je vous ai parlé de la sincérité des élections. Ne pas organiser les élections honnêtes, c'est voler la volonté populaire. Donc, il n'y a rien de plus grave dans une démocratie, dans une société, que cette crime de foi. Vous pouvez vous imaginer une femme qui se marie ou qui doit vivre avec un homme qui la viole chaque jour. Donc, en fait, ne pas avoir des élections honnêtes, c'est comme un viol du peuple. Donc, le peuple dit, je veux Gérard, mais vous lui imposez une personne. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, les élections doivent être honnêtes. Il faut que les résultats des élections soient les reflets de la volonté populaire. Les suffrages doivent être universels. Troisième principe. Pourquoi? C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde doit voter. Mais les règles font peut-être que ceux qui n'ont pas 16 ans ne votent pas, ou 18 ans. Mais ça doit être la volonté que tout le monde s'exprime. Noir, blanc, et on a eu dans l'histoire, les femmes n'ont pas voté pendant tout le temps. Les femmes ont commencé à voter après 1945. Même en Suisse, ici, les femmes ont commencé à voter en 1984. Donc le suffrage n'a jamais été universel. En fait, les hommes cherchent toujours à conserver le pouvoir. Il y a des suffrages censitaires, il faut montrer d'abord la fiche d'impôt. Il y a des suffrages literacy act, c'est-à-dire que pour voter, il faut savoir lire et écrire pour exprimer dans l'alphabet, comme on avait fait. Ou, par exemple, avant on faisait les tests, on te donne la Constitution. Lis la Constitution, si tu n'es pas lire la Constitution, tu ne peux pas voter. Mais la plupart des analphabètes, c'était des noirs. Donc, aujourd'hui, les votes des élections doivent être universels. On ne peut pas exclure une catégorie. Et par exemple, pour dire que les gens des pays ne votent pas, il ne faut pas faire ça de manière légère. Le bureau de la Sénat dit non, les gens ne votent et ne votent pas. Vous vous imaginez, vous leur imprimez le droit de choisir un président et ils vont supporter ce président pendant 5 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'égalité du suffrage. Le droit de se porter candidat. On ne peut pas priver quelqu'un d'être candidat. Et si vous le faites, il faut pas de la loi. Alors quand vous voyez
des manipulations génétiques de loi pour dire non, il faut être le père et le mère. Mais quelle est la finalité? Si c'est pour exclure X, c'est pas une loi. Mais si, comme aux États-Unis, non, il faut éviter qu'une nation qui donne beaucoup de facilités des nationalités, comme aux États-Unis, quelqu'un qui n'a pas une nationalité depuis au moins 10 ans, ou qui n'est pas né aux États-Unis. Vous avez vu la controverse autour de la naissance d'Obama, ou de Schwarzenegger, qu'on appelait Rambo. Lui, il est né en Autriche. Il était très populaire, mais il ne pouvait pas. Mais ça doit être pas des lois discriminatoires ou de manipulation. Non. Les morts, là, tout tient, aux yeux de Thier, vous dites, tout celui qui est marié à une femme étrangère ne va donner le cas. C'est pas le problème avec les ciné. Il y aura des gens qui vont se faire. Donc, la loi doit être générale, impersonnelle, je dirais même inodore. Mais les lois électorales sont toujours des lois politiques, mais doivent être politiciennes. Donc, tout le monde a le droit de voter. J'en ai parlé ici, on ne peut pas priver une partie du peuple le droit de voter pour des raisons sentimentales. On les pygmées ne votent pas, les non, tout le monde a le droit. Les droits secrets du vote. Le vote doit être secret. En 2011, au Kassai, j'ai assisté à un vote où les gens sont sous le fenêtre. Ouais, numéro 11, numéro 11, numéro 11. Quand tu votes un peu là, non, tu vas voter numéro 3. C'est pourquoi il faut toujours des urnes et des isoloirs et des enveloppes. Parce que ça garantit la libre expression de la volonté des électeurs. Il y a des élections dans ce pays. Moi, quand on me disait que non, dans telle situation, les gens ont eu 100%, j'ai dit, mais c'est de la folie. Mais en 2011, faire Manon là-bas ou Malem, tout comme en 2006, faire Libenge ou Kemena, si vous votez Kabila. Donc, les gens sont peut-être regardés. Il est dit, oui, à moi, on va voter Kabila. Tu veux que les gens vont voter Bemba. Donc, on a dit motoir. Il ne va pas le voter. Et je vais vous dire, il y a des gens, par exemple, à Malemba, les Kassaïens qui étaient là, ils ont dit, ils sont venus voir le chef, ils disent voilà, pour éviter qu'on nous tape, nous n'allons pas voter. Comme ça, vous allez avoir tous les voix. Donc, c'est comme ça que si vous voyez nos élections, à l'Équateur, Lemba, 98%, à Malemba, 1%, à Kabea, Kamwanga, Félix Tshisekedi, 90%, mais ailleurs, 2%, 1%. Parce que la liberté de vote n'existe pas. Voter les candidats de notre village, ou de notre groupement, ou de notre secteur, c'était un crime. Alors, nos élections tribales là-bas, il faudra absence de discrimination, et puis il doit y avoir un recours légal effectif. On a parlé ici. Comment on va désigner le président de la CENI? Et ceux qui en sont lésés, comment ils vont faire? Une élection qui n'offre pas la possibilité de recours d'un contentieux, ce n'est pas une élection. Donc, voilà un peu quelques principes qui gouvernent l'élection. Mais il y a d'autres principes qui gouvernent l'organe de gestion lui-même. Parce que l'organe de gestion, c'est l'arbitre. Si le ministère de l'Intérieur est capable de jouer l'arbitre dans ce pays, comme quelqu'un d'autre maître nous a dit, le ministre de l'Intérieur, son administration peut proclamer qu'il a perdu. Mais chez nous d'abord, il y a un principe. On gagne et on gagne. Donc on ne peut pas aller aux élections pour perdre. À partir de cette culture de refus du choix libre, les droits, l'organe de gestion des élections a
impartial et professionnel. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Gérard. L'indépendance et l'impartialité. Vous mettez quelqu'un à la CENI pour qu'il vienne vous donner la victoire. Il est là pour ça. Les serments qu'il prête, ben, il doit oublier. Parce que s'il commence à dire, on l'appelle dire, Yoso Samsara partité. Il dit, mais non, j'ai prêté serment. Tu as trahi l'opposition, je n'ai pas plus à l'opposition. Mais les gens ne comprennent pas. Ils disent, bon, comme les autres là ont quitté l'AMP, on les fait sortir. Et droit de la société civile. Et encore, quelle société civile? Il est inféodé à un camp. Vous dites qu'elle est sortie des confessions religieuses, mais les confessions religieuses corrompus qui sont allés corrompre, et tout le monde le sait. Vous savez comment, quand on désigne Malouba, on sait d'où ça vient. Même l'Église catholique apprend qu'il est candidat. Non. L'Église catholique vient avec un candidat, il se retrouve un autre. Donc, l'impartialité. L'impartialité, c'est une qualité morale. C'est-à-dire que, comme l'a dit là, ce n'est pas le président de l'Assemblée qui va trouver l'homme impartial, c'est la société. J'ai assisté à l'Afrique du Sud. Il y a plus ou moins 25 000 candidats qui envoient leur nom, et puis il y a une commission de sélection à l'Assemblée, et on met en place une commission technique de l'Assemblée qui commence les hearings. Comme les Miss, chaque jour le candidat passe, et la population dit, nous croyons que 3 là-bas sont vraiment, on les profite, et on envoie au président, il choisit l'un d'eux comme président. Donc, il faut que toute la société ait confiance à l'organe électoral. Mais un organe électoral où les gens sont allés là-bas pour organiser la fraude. Mais vous voulez gagner. Ou vous êtes 3 de l'opposition, 5 de la majorité, dont l'un est président avec rang de ministre et les autres de vice-ministres qui sont en signature. Et comme la population dans les administrations, c'est que c'est lui qui va signer. Et nous avons cautionné ça. La présidentialisation de la fonction collégiale. La CENI, nous voulons que ce soit un organe collégial, mais on veut désigner le président de la CENI en dehors des autres membres. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit les membres de la CENI sont désignés, ils sont présentés à la plénière de l'Assemblée qui les investit et après ils vont se réunir pour choisir le président qui doit être issu de la confession religieuse. Ce n'est pas les pasteurs qui doivent désigner le président de la CENI. Ah bon? Lisez là, ce n'est pas ça, je parle sous le contrôle. Ah, c'est ça. Alors on dit non, venez déposer vos candidatures. Ça vient d'où ça? Il ne faut pas confondre le remplacement du président. Comme ça a été pour Maman, il fallait le remplacer. Mais comment vous allez élire le président de la CENI alors que tous les autres membres ne sont pas élus? Comment on va élire sans respecter l'article 49 du règlement intérieur de l'Assemblée qui voit que c'est la plénière qui décide? Ce qu'on a élu contre Roussard, ce n'est pas une affaire contre Roussard. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Estache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité.
les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.